Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le patron m'a demandé de vous faire une petite vidéo explicative de la méthode de Schultz pour surmonter le paradoxe de Condorcet qu'on a vu dans la dernière vidéo. Il m'a dit qu'il le ferait bien lui, mais qu'il était très occupé. Perso, je pense qu'il est surtout très mauvais en maths, mais lui dit pas que j'ai dit ça. Donc résumons rapidement le paradoxe de Condorcet. Dans le scrutin de Condorcet, les électeurs donnent un ordre de préférence à chaque candidat. Imaginons qu'on a 4 candidats, bleu, vert, rouge et jaune, et qu'on a 19 électeurs. Rangeons-les dans un tableau avec les résultats des votes. Ici, on voit que 7 personnes ont mis en premier choix vert, en deuxième choix rouge, en troisième choix bleu et en dernier choix jaune. Dans la deuxième colonne, on voit les préférences de 4 autres électeurs, dans la troisième colonne, celle de 3 autres électeurs, et dans la quatrième, celle de 5 derniers électeurs. Ensuite, pour connaître le vainqueur de Condorcet, on doit comparer chaque candidat en duel. Par exemple, vert contre rouge. Dans la première colonne, vert est au-dessus de rouge. Vert gagne 7 points, puisque les 7 personnes de cette colonne préfèrent vert à rouge. Dans la deuxième colonne, vert est encore au-dessus de rouge. Vert gagne encore 4 points. Mais dans la troisième colonne, rouge est au-dessus de vert. Rouge gagne donc 3 points. Et dans la quatrième colonne, rouge est encore au-dessus de vert, il gagne donc encore 5 points. On additionne ensuite les points de chaque candidat. On voit donc que vert a marqué 11 points contre rouge, alors que rouge n'a marqué que 8 points. C'est donc vert qui bat rouge. Et on fait la même chose pour chaque duel de chaque candidat. On voit donc que vert bat bleu et rouge, rouge bat bleu et jaune, jaune bat bleu et vert, et bleu ne bat personne. Si l'une de ces couleurs bat toutes les autres, ça veut dire qu'elle est la gagnante du scrutin de Condorcet. Mais là, on voit que c'est pas le cas. On est donc en plein paradoxe de Condorcet. Et c'est là que Schultz passe en action. On prend le nombre le plus grand de chaque duel et on lui soustrait le nombre le plus petit du même duel. Dans le cas du duel vert-rouge, on prend les 11 points de vert et on leur soustrait les 8 points de rouge, ce qui fait 3. Ça va, pour l'instant on fait que des additions ou des soustractions, vous devriez être capable de suivre. Sinon, c'est pas grave, je suis sûr qu'avec de la patience et de la persévérance, vous y arriverez. Bref, on fait ça pour chaque duel. On a donc 3 points pour le duel vert-rouge, 13 points pour le duel vert-bleu, 5 points pour le duel jaune-vert, 19 points pour le duel rouge-bleu, 1 point pour le duel rouge-jaune et 5 points pour le duel jaune-bleu. Et grâce à ces chiffres, on va pouvoir faire un graphe des duels, mais cette fois avec la force de chaque duel. On a donc bleu, vert, rouge et jaune. On dessine les lignes entre chacun d'entre eux, ensuite on met une flèche sur chaque ligne qui va du vainqueur au vaincu. Par exemple, la flèche de vert-rouge va de vert vers rouge. Et on vient de le voir, ce duel a une force de 3, donc ce chemin de vert à rouge a une force de 3. Et on fait pareil pour chaque ligne de duel. Donc on voit que bleu perd effectivement contre tous les autres, puisque toutes les flèches qui lui sont reliées vont vers lui. Et on visualise également notre paradoxe de Condorcet sous la forme du triangle vert-rouge-jaune. On voit que les flèches sont en boucle, aucune couleur ne bat les deux autres. Mais on voit que la force des chemins qui relient chaque candidat n'est pas la même. On a alors toutes les informations nécessaires pour déterminer le gagnant malgré le paradoxe. On va refaire des duels, mais cette fois on va mettre en duel la force de chaque chemin qui relie les candidats entre eux. Et on doit prendre en compte tous les chemins qui mènent d'un candidat à un autre. Pour ça, il faut toujours aller dans le sens des flèches. Par exemple, ici, il y a 2 chemins qui relient jaune à rouge. Il y a la ligne simple qui va de rouge à jaune, mais il y a aussi le chemin qui part de jaune, qui passe par vert et qui arrive à rouge. On pourrait pas aller de jaune à rouge en passant par bleu, puisque la flèche de bleu à rouge va dans l'autre direction, vous voyez? Donc on voit que le chemin qui va de rouge à jaune a une force de 1. On voit que le chemin qui part de jaune à rouge en passant par vert a une force de 5 entre jaune et vert, et une force de 3 entre vert et rouge. On prend alors la plus petite valeur de tous les chemins possibles pour comptabiliser. On a donc un chemin où rouge gagne avec une force de 1, et un chemin où jaune gagne avec une force de 3. 3 étant plus élevé que 1, c'est donc jaune qui bat rouge. Voilà, juste pour voir si vous avez compris, dites-moi donc qui d'entre jaune et vert a gagné avec une force de combien. Bon, évidemment, c'est une vidéo préenregistrée, du coup, je risque pas vous entendre, mais n'hésitez pas à le mettre en pause, réfléchir et écrire votre résultat en commentaire. Ça fait du bien au référencement ou je sais pas quoi, c'est le patron qui m'a dit de faire ça, je cite, il faut exploser les genoux de l'algorithme. Faites-lui plaisir, sinon il va me taper. Bref, entre jaune et vert, on a aussi 2 chemins. Une ligne directe qui part de jaune à vert avec une force de 5, et une ligne qui part de vert qui passe par rouge pour rejoindre jaune. On a donc un chemin où jaune bat vert avec une force de 5, et un chemin où vert bat jaune avec une force de 1. C'est donc jaune qui a gagné. Voilà, je pense que vous avez compris, du coup on va remplir tous les résultats maintenant. N'hésitez pas à mettre en pause ou à ralentir la vidéo pour bien saisir chaque duel.
Déjà, on sait que bleu perd tous ses duels, du coup on peut faire les calculs, mais dans tous les cas, B ne sera pas le vainqueur. En résultat des duels, on a donc jaune qui gagne 3 duels, vert qui gagne 2 duels, rouge qui gagne 1 duel, et bleu qui gagne 0 duel. Et d'après Condorcet, le gagnant est celui qui gagne chacun de ses duels, c'est donc jaune le vainqueur. Voilà, voyez donc que pour déterminer un vainqueur de Condorcet, même avec un paradoxe, c'est pas si compliqué. Il existe d'autres méthodes, mais personnellement c'est celle que je préfère. Après, comme vous pouvez le constater, ça reste plus compliqué que pas mal d'autres modes de scrutin. Mettre en place ce système à l'échelle d'un pays peut sembler ardu. Mais bon, on m'a demandé d'expliquer son fonctionnement, c'est pour ça que je suis payé, alors voilà. Merci tout le monde, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Attends, je suis pas payé en fait. Bon, j'ai demandé au patron et il m'a rappelé que j'étais payé en visibilité, du coup juste le fait d'apparaître dans ma propre vidéo, c'est déjà être un peu payé en soi. Du coup, bon... Ah, et dans les commentaires de la vidéo sur les scrutins de vote alternatif, vous étiez beaucoup à demander les explications du jugement majoritaire. Alors, le jugement majoritaire est un mode de scrutin créé en 2011 par 2 chercheurs du CNRS. Il s'agit là encore d'un scrutin préférentiel, où tu classes les candidats selon tes préférences, ce qui permet de nuancer ton opinion au contraire du vote uninominal. Sauf que contrairement à Borda, où tu donnes des points aux candidats, là tu leur donnes une mention. Les mentions vont de excellent à rejeter. Donc un bulletin de vote de jugement majoritaire ressemble à ça, un tableau avec chaque candidat et chaque mention. Tu coches la case correspondante à la mention que tu veux donner à chaque candidat, et bien sûr tu peux donner la même mention à plusieurs candidats. Si tu n'as pas d'avis sur un candidat et que tu ne mets rien, la mention retenue pour ce candidat sera à rejeter. Lorsque tout le monde a voté, on prend chaque candidat et on regarde toutes leurs mentions dans l'ordre, ce qui donne ce qu'on appelle le profil de mérite. On peut ainsi voir assez clairement l'opinion des gens sur les candidats. On voit ici que triangle est impopulaire, on voit que carré est clivant et on voit que rond est assez consensuel. Ensuite, pour déterminer le gagnant, on prend la mention pile au milieu du profil de mérite. On remarque alors que plus de la moitié considère rond comme étant au moins bien. C'est ce qu'on appelle la mention majoritaire. On compare alors la mention majoritaire de chaque candidat. Et que fait-on lorsque plusieurs candidats ont la même mention majoritaire? Dans la plupart des vidéos explicatives que j'ai trouvées, on dit qu'on regarde la proportion de mentions supérieures et inférieures à la mention majoritaire pour déterminer le vainqueur. Mais d'après l'article de Balinski et Laraki, c'est un peu différent. D'après l'article, on prend la mention majoritaire que les candidats ont en commun, on la supprime et on prend la nouvelle mention majoritaire. Par exemple, on a un candidat A avec comme évaluation 1, 2, 2, 2, 3. Et un candidat B avec comme évaluation 1, 1, 2, 3, 3. La mention majoritaire est 2 pour les deux candidats. On supprime le 2 et on se retrouve ensuite avec cette série d'évaluations. Pour A, on a 1, 2, 2, 3 et pour B, on a 1, 1, 3, 3. Maintenant, A a une médiane de 2, alors que B a une médiane de 1, puisqu'on prend toujours la plus petite si on a le choix. Du coup, dans ce cas-là, c'est A qui gagne. Ce genre de scrutin encourage à avoir un classement nuancé. Si tout le monde ne met que des avis très tranchés, les résultats au final s'apparenteront à un scrutin uninominal. Mais on a observé qu'en général, les gens utilisaient bien toutes les mentions. Cependant, même si ça a un air de consensus, finalement le jugement majoritaire n'est pas vraiment majoritaire, puisqu'on prend le point médian du profil de mérite. Et le point médian, c'est pas la majorité. Dans cet exemple, on a 2 candidats, A et B, et 3 électeurs. Dans le tableau, on voit que 2 électeurs préfèrent A à B. Le premier électeur donne excellent à A et assez bon à B. Le deuxième donne médiocre à A et à rejeté à B. Et le dernier donne médiocre à A et acceptable à B. Qui gagne? Et bien malgré le fait que 2 électeurs sur 3 préfèrent A, c'est B qui l'emporte. Car la médiane de B est meilleure que celle de A. Je vous mets le calcul en dessous, n'hésitez pas à mettre en pause pour vérifier. Là, on l'a fait avec 3 électeurs et 2 candidats, pour simplifier, mais ça marche avec plus. Par exemple, ici, on a 101 électeurs. Il n'y en a qu'un seul qui préfère B, et pourtant, c'est toujours B qui a la meilleure médiane. Donc l'appellation jugement majoritaire est assez trompeuse finalement. Et contrairement à ce que disent la plupart des gens qui défendent ce mode de scrutin, la présence ou non de petits candidats peut plus ou moins fausser les résultats. C'est ce qu'on appelle le spoiler effect. Par exemple, pour 3 candidats et 100 électeurs, on voit que 49% des gens classent les candidats ainsi: triangle, rond, carré. 3% classent rond, triangle, carré, et 48% classent carré, triangle, rond. En l'absence du candidat rond, triangle gagnerait, peu importe le mode de scrutin. On remarque même que tous les électeurs de rond préfèrent triangle à carré. Si ce qui nous importe c'est la majorité, alors triangle devrait gagner. Mais pas selon le jugement majoritaire. Ici, c'est rond qui gagne selon le jugement majoritaire, car sa médiane est meilleure que les autres. Pourquoi ? Parce que les électeurs de triangle le mettent au-dessus de carré, et parce que triangle se fait défoncer dans tous les autres bulletins. Ça montre que c'est pas parce qu'un scrutin est préférentiel qu'il est à l'abri du spoiler effect, et ça montre également que le jugement majoritaire n'est pas vraiment à l'abri du vote stratégique ou utile.
Bref, il y a plein d'autres points qu'on pourrait aborder sur ce mode de scrutin, mais ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que comme tous les autres, il a ses avantages et ses inconvénients, et j'ai l'impression que souvent les gens oublient ces inconvénients. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce petit complément d'infos sur les différents modes de scrutin, en espérant vous revoir bientôt, et n'oubliez pas que l'enfer c'est là où on ne pose pas de questions. Get mad about